Je suis candidat pour le poste de président de la Commission de l'Union africaine. Si vous avez lu mon parcours à travers la brochure qui vous a été remise, vous aurez compris pourquoi je suis candidat. Je suis candidat en droite logique de mon engagement pour l'Afrique depuis des décennies, depuis toujours. C'est mon parcours personnel qui a fait de l'Afrique mon territoire, mon pays. Pas seulement le Sénégal où je suis né, pas d'ailleurs seulement l'Afrique de l'Ouest où je vis en tant que membre de la CEDEAO qui soutient ma candidature. Je suis candidat parce que je suis un Africain qui croit en l'Afrique. Je suis un militant du panafricanisme depuis toujours, parce que j'ai pris conscience de l'unité des peuples d'Afrique. Jeune élève au Prytanée militaire de Saint-Louis, du Sénégal, arrivé en septembre 1959 dans cette école militaire qui formait des élèves venus de toute l'ancienne Afrique coloniale française, j'ai pris conscience de l'unité du continent. Parce que j'avais dans ma classe et dans l'école des promotionnaires venus de tous les anciens territoires de l'Afrique occidentale française, dont la Côte d'Ivoire. Je compte beaucoup d'amis à différents niveaux. Certains ont été officiers, sont encore officiers dans l'armée, dans différentes forces de sécurité, dans le civil. Ils ont occupé de hautes fonctions. Et de la Mauritanie, pratiquement, jusqu'au Congo, jusqu'au Tchad, pendant 6 ans, j'ai côtoyé des élèves venus de tous ces territoires. Et cela m'a donné une dimension de ce que c'est que l'Afrique, une dimension de ce que c'est que l'unité africaine. Ma conviction a été assise sur cette base-là. Il n'y avait que 200 élèves sénégalais à l'époque il n'y avait que 20 élèves sénégalais sur plus de 200 à l'époque. Les Sénégalais étaient minoritaires. C'était une école fédérale, comme William Ponty, un peu plus avant. Mais également, après cette école, je me suis retrouvé à l'université de Dakar, où j'ai dirigé le mouvement étudiant, non seulement le mouvement étudiant sénégalais, mais le mouvement étudiant africain, l'Union des étudiants de Dakar. Et là également, naturellement, je me suis fait beaucoup d'amis à l'université de Dakar, qui était à l'époque un creuset de formation de l'enseignement supérieur en Afrique occidentale. Bien entendu, après cela, je me suis retrouvé, pour des raisons qui seraient difficiles à expliquer ici, en Angleterre. Là aussi, avec des étudiants africains, cette fois-ci venus des territoires anglophones. Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, Afrique australe. Et à travers donc ce cursus scolaire et universitaire, j'ai été à tout moment dans une ambiance panafricaine, pan-nationale. Voilà pourquoi je dis je suis d'abord un citoyen africain avant d'être un citoyen sénégalais. Et après mes études, je me suis retrouvé comme enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pendant presque 35 ans, professeur d'histoire, avec des intermèdes dans le gouvernement, à l'Assemblée nationale du Sénégal, à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée, disons, de la CEDEAO de 2001 à 2006, par exemple. Et en même temps, engagé en tant qu'enseignant, en tant que chercheur dans la promotion de la connaissance des sociétés africaines, en enseignant
non seulement dans certaines universités en Afrique, du Sud, du Nord, de l'Est, mais également au Canada, aux États-Unis, en France, en Grande-Bretagne bien sûr. Et je me suis également retrouvé dans d'autres fonctions, cette fois-ci diplomatiques, en tant qu'envoyé spécial de l'Union africaine, dont nous allons encore parler tout à l'heure, sur un certain nombre de crises dans lesquelles j'ai été impliqué pour trouver une solution. Et plus récemment, depuis 2013, dans le système des Nations Unies, cela vient d'être dit tout à l'heure, comme représentant spécial adjoint chargé des affaires politiques au Mali, et ensuite représentant spécial pour l'ensemble des pays d'Afrique centrale, les 11 pays d'Afrique centrale, jusqu'en 31 octobre dernier, où j'ai démissionné de cette position pour présenter ma candidature. Donc, vous voyez à travers ce cursus que ma candidature n'est pas quelque chose de fortuit. Ce n'est pas une candidature de circonstance, poussée par son pays pour servir un pays ou un drapeau. J'ai servi l'Afrique à différents titres et qualités tout au long de ma vie, parce que j'y crois. Et je pense aujourd'hui que l'expérience que j'ai accumulée doit me permettre de la mettre à la disposition du continent africain à travers la Commission pour contribuer à la solution des problèmes qui se posent aujourd'hui sur ce continent. Problèmes qui sont nombreux. En effet, le continent fait face à de nombreux défis. Je ne veux pas le poste pour le poste. Je veux le poste pour contribuer à la solution des problèmes du continent. Malgré la marge de manœuvre qui est celle d'un président de la Commission, en faisant preuve de créativité, d'audace, il est possible qu'à cette position-là, sous l'autorité des chefs d'État et de gouvernement qui décident de prendre des initiatives pour faire avancer la cause du continent et des peuples d'Afrique. L'Afrique fait face à de nombreux défis. Des défis immenses, des défis complexes, à la mesure de ce que nous voyons aujourd'hui comme événements et phénomènes dans le monde. Les élections viennent de se dérouler aux États-Unis. Vous avez vu ce que cela pose comme problème au monde entier. Les États-Unis, c'est une grande puissance. Vous avez la question globale du terrorisme à l'échelle mondiale. L'Afrique fait face à ce phénomène également. Vous avez la grande problématique du développement humain qui se pose en Afrique, mais qui se pose aussi dans le monde. Vous avez également, bien entendu, d'autres questions tout aussi importantes qui assaillent le monde entier aujourd'hui. La question des changements climatiques qui ont un impact considérable sur la vie des populations du monde entier et en plus, et même beaucoup plus, le continent africain qui subit de plein fouet les conséquences des changements climatiques. Mais ces problèmes globaux, l'Afrique doit y faire face, doit parler d'une voix autorisée pour que sa voix soit crédible, pour que cette voix soit écoutée. La Commission a par conséquent besoin de quelqu'un qui peut parler avec crédibilité, avec autorité de l'ensemble de ces questions-là, au nom du continent.
à travers l'activité quotidienne de la Commission, sous l'autorité des chefs d'État et de gouvernement qui prennent les décisions. Mais le président de la Commission prépare, élabore et les soumet aux chefs d'État et de gouvernement qui décident. Et donc, il faut une commission composée de gens qui croient en l'Afrique, qui veulent servir l'Afrique, qui peuvent parler avec autorité du continent africain. L'Afrique elle-même a des problèmes qui lui sont spécifiques dans cette période historique que nous vivons. Ces problèmes, vous les connaissez. Vous êtes des femmes et des hommes de médias. Il y a les problèmes de la paix et de la sécurité. Ces questions, j'ai eu à les traiter pendant des décennies dans différents pays du continent, que ce soit en Afrique de l'Ouest et dans d'autres régions. À travers mon cursus, vous avez pu voir quelques éléments de ma contribution, soit à l'appel de la CEDEAO ou à l'appel de l'Union africaine ou des Nations unies. Il ne peut pas y avoir de développement sans paix et sécurité. Et la question de la paix et de la sécurité demande une réflexion, mais aussi surtout l'action. La réflexion, nous l'avons. Pendant ma carrière académique, j'ai consacré des travaux à cette question. Par exemple, il y a quelques années, de 97 pratiquement à 99, nous avons mené dans le cadre du Conseil pour le développement de la recherche économique et sociale en Afrique, le CODESTRIA, nous avons mené une vaste enquête sur les armées et les forces de sécurité africaines, qui a abouti à la publication d'un ouvrage que nous avons intitulé The Military and Militarism in Africa, que j'ai édité avec un collègue de l'Université du Ghana. Et déjà, dans cet ouvrage, de manière prémonitoire, en 1999, nous avons indiqué que les armées africaines, telles que héritées de la colonisation, les forces de sécurité telles que héritées de la colonisation, doivent être réformées en profondeur si ces forces veulent être en mesure de répondre aux défis de l'époque. Cet ouvrage est disponible et particulièrement face aux crises politiques, nous avons dit que les armées doivent jouer un rôle spécifique dans ce processus de démocratisation très instable dans laquelle se trouvent engagés les pays d'Afrique. Au-delà de l'analyse théorique, c'est aussi la pratique. J'ai été impliqué sur la crise en Sierra Leone, au Libéria, un peu partout, bien sûr au Mali et puis dans d'autres pays du continent, jusqu'à Madagascar, où j'ai vu à l'œuvre les forces politiques réelles, les forces sociales, les mouvements armés. Et j'ai appris énormément du point de vue de la sociologie des sociétés africaines, de la psychologie des acteurs, de leurs aspirations, mais également de leurs qualités et de leurs défauts. C'est un ensemble d'expériences qui me paraît important de porter à la connaissance, ou en tout cas à la disposition de la Commission de l'Union africaine, parce que je n'y vais pas en tant que simplement parce que je suis ministre d'un pays, mon président me demande d'y aller, je vais défendre la position. Non, ce ne serait pas avec le drapeau d'un pays que j'y vais. C'est avec les convictions d'un Africain qui veut servir son continent. Donc les questions de paix et de sécurité sont des questions capitales aujourd'hui.
qui demandent des solutions innovantes que j'entends mettre à disposition de la Commission une fois élue, comme je l'ai fait dans mes fonctions précédentes. Mais à ce niveau le plus élevé, il me semble que ce sera encore peut-être plus utile. Au-delà des questions de paix et de sécurité, certainement sur lesquelles nous reviendrons dans les échanges, il y a la question, bien entendu, du progrès économique et social. L'intégration régionale. L'unité africaine, c'est pour l'intégration, c'est pour l'unité. Kwame Nkrumah a écrit cet ouvrage « Africa must unite ». L'Afrique doit s'unir. Plus de 50 ans après les indépendances, on se rend bien compte que le développement durable à l'intérieur des frontières nationales, c'est une activité vaine. On peut toujours faire des progrès. Il y a des avancées qui sont faites ici et là. Mais si l'Afrique veut être un acteur majeur de la vie économique internationale, s'engager dans la voie du progrès sur une base durable, l'unité est incontournable, l'intégration est incontournable. Quand on parle d'intégration, bien sûr, ce qui nous arrive à l'esprit, c'est les grands projets communs entre régions ou à l'intérieur d'une même région. Par exemple, au léoduc qui transporte l'énergie, à l'échelle par exemple de l'Afrique de l'Ouest, transporter le gaz, transporter le pétrole, l'électricité, des grands projets communs d'électrification, de routes transnationales, transrégionales même. Cela est extrêmement important, c'est incontournable. La libre circulation des personnes et des biens, cela aussi est indispensable. Mais au-delà de cela, puisque quand on réfléchit à ça, on pense surtout aux projets à exécuter, mais on ne voit pas derrière les forces sociales motrices de ces projets. Jusqu'ici, depuis les indépendances, globalement, notre développement est orienté vers des échanges fondés sur le transfert de matières premières du continent africain vers l'extérieur. L'Afrique fournit les matières premières agricoles, minérales, énergétiques qui vont servir à l'industrialisation des autres régions du monde, des autres pays du monde. Les grandes compagnies étrangères viennent d'investir, c'est très bien, nous avons besoin d'investissements étrangers, mais est-ce que ce système peut, de manière durable, assurer un développement certain du continent africain? J'en doute. Il faut inverser la tendance, il faut changer le paradigme du développement. L'intégration suppose l'unité dans les projets, mais également, au-delà de ça, les porteurs unitaires de ces projets. Il faut les vecteurs sociaux de ces projets. Nous allons continuer pendant encore un siècle, pendant 2 siècles, à compter sur des compagnies étrangères qui vont venir construire nos infrastructures. Ça va coûter énormément. Parce que ces sociétés viennent avec leurs compagnies, avec leurs ingénieurs, leurs planificateurs, et vont transférer les ressources, leurs bénéfices à l'extérieur. Puisque les codes des investissements sont tels que chacun veut donner le code d'investissement le plus attrayant. Mais est-ce qu'on peut continuer comme ça? Non. Il faut changer le paradigme. Il faut que l'Afrique même, tout en faisant des projets intégrateurs, fasse de ses propres vecteurs sociaux
les artisans de ces projets. En d'autres termes, pour parler plus clairement, nous avons besoin d'une classe d'entrepreneurs africains capables de se mettre ensemble, de créer des entreprises, investir dans ces entreprises, utiliser la main-d'œuvre africaine qui est aujourd'hui en grande quantité qualifiée dans les universités, dans les écoles de formation, dans la diaspora, les intéresser à venir dans le continent pour que le ressort de notre développement soit les forces sociales africaines elles-mêmes. Et du coup, on règle quel problème? Un développement endogène. Nous allons pouvoir employer la jeunesse qui aujourd'hui, en grand nombre, par millions, n'ont pas de travail. N'ont pas de travail. Les femmes qui sont laissées pour compte. Donc il faut qu'au niveau de la Commission, nous arrivions à créer les conditions pour sensibiliser les chefs d'État et de gouvernement pour dire que l'intégration, c'est un complexe d'initiatives. À la fois sur le plan des infrastructures physiques, mais aussi les infrastructures sociales, la mise en commun des efforts. Donc cela est extrêmement important. Pour l'avenir, donc, il faut... Parce que s'il n'y a pas cette intégration politique, cette intégration sociale, cette intégration économique, nous allons toujours continuer de faire peut-être des progrès, mais qui resteront tellement lents que la jeunesse aujourd'hui, qui est impatiente, va rester sur sa faim et va continuer à faire de la Méditerranée un cimetière, tel qu'on le voit aujourd'hui. C'est un défi. C'est quelque chose qui révolte la conscience de tous les Africains aujourd'hui. Tous les jours, ces corps de jeunes Africains qu'on repêche en Méditerranée. Or, nous avons tous les moyens aujourd'hui, si nous nous engageons à l'unité, à créer de telles entreprises, à investir dans des projets transnationaux, nous allons faire la différence en matière d'emploi par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Donc, la question de l'intégration économique dans ces dimensions complexes est un élément important de mon programme de réforme que je compte proposer à l'Union africaine. Il y a d'autres questions, bien entendu, qui sont liées d'ailleurs à ces deux premières, la sécurité, l'intégration économique, mais il y a la question de la jeunesse, je viens d'en parler. Ce n'est pas seulement une question théorique. Certes, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises au niveau de chaque État, ce qui est une bonne chose. Des petits projets pour améliorer les conditions, pour faire de l'auto-emploi. Cela doit pouvoir être continué, poursuivi. Mais on y arrivera vraiment si nous mettons nos ressources ensemble à travers la libre circulation des personnes et des biens. Créer un marché réellement africain à travers la transformation des produits, au lieu de continuer ce que j'appelle le syndrome de Berlin. En 1884-1885, vous le savez, les Européens se sont réunis à Berlin et ont décidé de partager le continent africain. Les historiens le savent. On est tous devenus colonies de Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Dahomey, etc. Mais globalement, nos relations avec le monde obéissent encore à ce paradigme né de Berlin. Dépendance politique, dépendance économique globale, rapport économique
inégaux, termes de l'échange inégaux, alors que nous avons toutes les possibilités, nous avons les ressources minérales, énergétiques, agricoles. L'Afrique, et aujourd'hui on dit c'est la dernière frontière pour le développement, pour les investissements. Tout le monde se rue aujourd'hui sur le continent africain. Par année, il y a plusieurs sommets que le continent africain tient avec plusieurs puissances ou groupes de puissances. Vous savez, sommet Afrique tel pays, sommet Afrique telle région, sommet Afrique tel... Avant d'aller à ces sommets, les uns et les autres, nos partenaires, eux, ils ont une stratégie bien définie par rapport à nous. Très clairement définie. Mais nous, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Les autres déterminent qu'est-ce qu'ils veulent de nous. Mais nous-mêmes, nous ne serrons pas suffisamment les coudes, nous ne réfléchissons pas suffisamment ensemble pour avoir une stratégie commune, puisque nous sommes dispersés, désunis, donc affaiblis. Notre capacité de négociation est faible. Et à la fin du compte, au terme de ces sommets, c'est les résolutions rédigées ailleurs que nous paraphons jusqu'au prochain sommet. C'est ça. Globalement, et il y a, à l'occasion du cinquantenaire de l'OUA, j'ai eu à écrire un article pour dénoncer ce phénomène en disant qu'il nous faut changer les termes de notre partenariat. Le partenariat international avec les partenaires, c'est très bon, mais encore faut-il que ce soit un partenariat gagnant-gagnant. Que chacun puisse tirer, dans la mesure du possible, le meilleur parti de ce partenariat, mais pour l'instant, c'est trop déséquilibré. Donc, il y a toute une réflexion à faire au niveau de la Commission avec les États membres pour que nous prenions en main notre destin de manière collective. Parce que si nous allons diviser, nous ne pouvons rien gagner aujourd'hui. C'est le syndrome de Berlin qui va se poursuivre, qu'on le veuille ou pas. Alors, cela m'amène au quatrième point, c'est comment aujourd'hui, dans le cadre de ces relations avec nos partenaires, nous pouvons nous-mêmes assurer notre autonomie. La Commission de l'Union africaine, là où nous sommes, dépend pratiquement à plus de 70% du financement de ces projets de l'aide extérieure. C'est les partenaires bilatéraux et multilatéraux qui financent nos projets, même nos projets d'intégration. Comment voulez-vous que dans ces conditions-là, nous puissions nous assurer notre autonomie? C'est nos partenaires qui payent le financement de nos projets qui sont censés assurer notre souveraineté, qui sont censés assurer notre indépendance par rapport à ces partenaires. Ça ne peut pas marcher. Et même quelquefois, le personnel de ces projets vient d'ailleurs. Mais il n'y a pas beaucoup de bons samaritains dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Il faut que chacun veille à ses intérêts et sache les défendre. Donc le financement autonome de l'Union africaine est une dimension qui me paraît fondamentale. À plusieurs reprises, il y a eu des tentatives. En 2007, une commission d'audit a été commanditée par l'Union africaine pour voir qu'est-ce qu'il faut faire dans le cadre de la réforme de la commission, et en particulier sur les finances, puisque les cotisations régulières ne rentrent pas. Nous allons même jusqu'à ne pas payer régulièrement nos cotisations. Et donc, pour n'importe quelle activité, nous arrivons difficilement à faire face à nos obligations.
Ce premier audit a dit qu'il fallait effectivement réformer les finances et créer des sources alternatives de financement en dehors des cotisations régulières qui ne sont pas suffisantes, qui suffisent à peine à assurer le fonctionnement de la commission. Malheureusement, les résultats de cette commission d'audit ont été mis dans les tiroirs. En 2009-2010 également, le président Obasanjo du Nigeria a été mandaté par ses pairs pour mettre en place une nouvelle commission chargée de réfléchir toujours sur ces réformes-là, dont la réforme des finances. Il y a des propositions qui ont été faites, qui n'ont pas encore été appliquées. À l'avant-dernier sommet de janvier de l'année dernière, le président Paul Kagame du Rwanda a été également à nouveau mandaté pour cela. Il a fait des propositions au dernier sommet de Kigali en juillet, à travers la commission qu'il a mis en place, dirigée par l'ancien président de la BAD, Donald Kaberuka. Et ce qui a été proposé, c'est que 0,2% des taxes sur les importations des produits en provenance des pays hors du continent africain seraient collectées et transmis par les États à l'Union africaine. Et en calculant, on voit effectivement que cela permettrait à l'Union d'avoir suffisamment de moyens, non seulement pour son fonctionnement, mais pour investir dans d'importants projets d'intégration, mais également projets liés à la paix et à la sécurité, dans le cadre de ce qu'on va appeler un fonds pour la paix. Un fonds pour la paix. Alors, il faudrait, si les chefs d'État et de gouvernement acceptent de mettre cela en œuvre, veiller au niveau de la commission pour que cette taxe-là soit effectivement collectée dans tous les pays. Parce qu'il y va de la dignité du continent africain face au reste du monde. Ce sont des questions qui sont extrêmement importantes. Et bien entendu, il y a les questions de la paix, j'en ai parlé déjà, mais une autre question qui est sous-jacente à ça, c'est la démocratisation du continent. Tout le continent africain traverse aujourd'hui une période de transition démocratique plus ou moins stable, d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre, avec quelquefois des retours en arrière. Il faut faire en sorte que la culture démocratique s'enracine dans nos sociétés. Parce que sans la culture démocratique, il ne peut pas y avoir un avenir durable de paix, il ne peut pas y avoir un avenir durable de développement économique et social sur le continent. Voilà, à titre d'introduction, les grandes questions sur lesquelles j'entends pouvoir apporter ma contribution, non seulement à la réflexion, mais également à l'action au niveau de la commission. Et bien entendu, il faut des acteurs. Ce n'est pas une affaire du président de la commission tout seul. C'est une tâche immense. J'entends installer un processus de dialogue permanent pour la mise en œuvre des décisions et des recommandations. Et pour cela, il faut un processus constant de concertation, de consultation des acteurs africains. Consultation, par exemple, des professionnels. Les professionnels des médias ont un rôle important à jouer dans cette une nouvelle Union africaine que nous voulons. Non seulement les médias doivent façonner une nouvelle image du continent africain, une image plus positive, relayer ce qu'il y a de positif sur le continent, mais aussi participer à la solution de ces problèmes, à l'éducation du public, à la prise de conscience de nos forces, mais aussi de nos faiblesses. Donc, la concertation avec les médias, c'est un aspect, comme la concertation avec les acteurs économiques,
J'ai parlé tout à l'heure des entrepreneurs, bien entendu. Les artistes, les mouvements de femmes, les mouvements de jeunesse. Tout le monde doit être consulté pour voir quel devenir nous voulons pour notre Afrique. Et pour que la commission ne soit pas là comme une organisation qui est suspendue là-bas, sur la montagne d'Addis Abeba, à 2000 mètres d'altitude, qui n'est pas suffisamment sensible au diapason de la respiration des sociétés africaines, des aspirations des acteurs africains, au-delà des gouvernements, parce que c'est une organisation intergouvernementale, mais il faut que les Africains, les citoyens africains, à travers leurs différents démembrements, s'approprient cette organisation qui est née pour les peuples africains. Je vous remercie de votre attention.